Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une soirée a priori pas trop longue. Donc là, nous sommes le mercredi 14 juillet 2021. Nous sommes en plein hiver, il fait tout juste 19 degrés, nuageux, ressenti plutôt 15. Voilà, Mister Météo, mon pote, me corrigera en commentaire. Alors, comme vous avez dû vous en rendre compte, nous sommes en train d'écouter la bande originale de The Addams Family, le premier film sorti, je crois qu'il est sorti en 93 ou 94. Voilà. Paraît-il que... comment ça s'appelle Amazon a racheté, comme ils ont racheté quoi, la Metro-Goldwyn-Mayer, c'est ça, la MGM, je crois, récemment. Il paraît qu'ils ont acquis quasiment tous les droits de la famille Addams. Ils doivent leur en manquer quelques-uns. En fait, le problème, c'est que la famille Addams, il me semble que les droits de propriété de la licence sont très éclatés. Et je crois qu'ils ont... en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le croit de refaire des films, la famille Addams. Donc, il paraît que c'est un... il y a plein de projets sur la famille Addams depuis des années. Ils n'ont pas pu démarrer à cause des problèmes de droit. Et donc, il est fort probable que Amazon veuille relancer la licence, parce que je pense que c'est une licence qui peut pas trop se casser la gueule. Par exemple, en l'occurrence, c'est beaucoup plus facile de pouvoir faire des dessins animés la famille Addams. On en a eu un il y a l'année dernière, je crois. Je l'ai pas vu, je ne sais pas du tout s'il est bien ou pas. Mais des films, des séries la famille Addams, c'est le bordel. C'est compliqué. Bon, bref, on s'en fout. Nous sommes par contre du coup en train d'écouter une musique de très grande qualité, composée par... Est-ce qu'il me le dit dans mon répertoire? Non, il me dit pas. Attendez, si je fais un petit clic droit, peut-être que je vais avoir dans les propriétés. Parfois, il donne un peu des infos sur... dans les détails, OST... Ah non, lorsque j'ai récupéré j'ai pas le CD, je sais pas où est-ce qu'il est. Enfin, attention, en fait, non, je sais pas où est-ce qu'il est, c'est qu'il est certainement... Il est dans un carton chez ma mère. Donc voilà. Et je sais plus... Mais en l'occurrence, si vous avez un doute, ce n'est absolument pas Danny Elfman qui a fait la musique de la famille Addams. C'est deux gars. C'est deux types qui ont fait la musique de la famille Addams. Et en l'occurrence, ils ont quasiment tout composé, sauf quelques morceaux, de jazz notamment, qui sont allés récupérer, qui sont des super musiques. Bon, alors on va se lancer maintenant, ça fait un peu moins de 6 minutes quelques minutes qu'on a démarré. On va se lancer sur l'objet de cette soirée. Peut-être avez-vous eu l'occasion de voir mon message épinglé récent sur la vidéo de Dominion, dans laquelle je me plaignais de... Enfin, je faisais une remarque d'un point de vue négatif sur les documents ici présents. Alors, il y a... Hop là. Ici présents, mais d'ailleurs, je vais plutôt aller... Là, voilà, c'est pour vous, ça va être mieux. J'ai pris les photos vite fait tout à l'heure en essayant d'avoir assez de luminosité. J'étais pas chez moi aujourd'hui. Mais pour vous, je crois que ça devrait aller au niveau de la vision. Bref, quoi qu'il en soit. Ce dont je me plains, c'est notamment un certain équilibrage entre les points et la puissance réelle de certaines unités. Pour moi, je crois qu'il y a déjà un défaut à ce niveau-là. Bon, déjà, j'avais terminé le vlog précédent sur Dominion, sur ma réaction immédiate première sur Dominion, qui était de dire que, eh bien, de toute évidence, il y a déjà un trou dans la raquette en ce qui concerne la capacité, le supposé équilibrage de la V3 sur la prise comment on appelle ça, sur la prise des objectifs, en ce qui concerne notamment tout simplement toutes les unités qui vont avoir un score de blessure de 4.
qui sont en fait finalement assez nombreuses. Par exemple, alors, allons voir chez les Ossiarch Bone Reaper si les fameuses unités un peu tanky. Alors tiens, voyons voir les Cavalos, allons voir eux. Les Cavalos ont une blessure de 3, donc d'après on a une ligne 5 en général, si je dis pas de bêtises, donc a priori ça devrait pas trop leur poser de problème. Et par contre, eux, ils ont un score de blessure de combien? 4 ou 5? 4. 4. Et eux, on les aligne par 3. Et on les aligne par 3. Donc voilà, donc eux aussi, si je peux me permettre d'être un peu vindicatif, ils se font niquer. Les Necropolis Stalker et les Immortis Guard ne sont pas, entre guillemets, viables pour pouvoir tenir les objectifs. Voyons voir chez les Flesh Eater courtes, justement les Vargeist et tout ça, là. Crypt Infernal. Ah, mais là c'est le courtier, donc c'est le héros. Héros, bah oui, non, ça m'intéresse pas. Donc, lui, il vaut pour 2. On va aller voir la version... voilà, Crypt Horror. Mais a priori, ils vont pas avoir... ils vont avoir... Je suis sûr qu'ils vont avoir 3 ou 4. Ouais, ils ont 4, voilà. Donc eux non plus, ils sont pas bons pour tenir les objectifs. Donc voilà, là, pour moi, en fait, il y a... absolument... en fait, pour moi, le contrat, je vous le dis, voilà. Pour moi, le contrat n'est pas rempli. Le contrat n'est pas rempli, ben voilà, du coup on va être sur la musique un peu ridicule, elle est faite exprès pour, et ben voilà, tout le ridicule de la réflexion des règles chez Game Workshop, je me permets d'être vindicatif, il est là. Nous avons en fait toutes ces fameuses unités, toutes ces fameuses... c'est toutes ces unités qu'on appelle clairement l'infanterie monstrueuse, et ben en fait, je pense que la moitié, peut-être même les 3/4, passent à côté de la fameuse règle, qui dit qu'il faut avoir une blessure, un score de blessure de 5 pour pouvoir tenir les objectifs, et donc avoir une valeur de 2 pour tenir les objectifs. Donc pour moi, c'était clair et certain, il fallait le mettre sur un 4, il fallait que ce score de blessure il soit à 4. Je ne sais pas ce qui a justifié chez eux, parce qu'ils se sont clairement demandé. C'est obligé, quand ils ont écrit la règle, ils se sont dit, est-ce qu'on le met à 4, est-ce qu'on le met à 5, est-ce qu'on le met à 6 ? Ils se sont forcément interrogés. Pourquoi le mettre à 5 et pas à 4 ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils voulaient pas que les héros gobelins, ils valent 2 ? C'est ça, parce qu'en fait, les héros gobelins, la majorité des héros gobelins à pied, ils ont 4 blessures. Je dis ça, mais c'est pas être ça, ça peut pas être un truc aussi couillon que ça. Parce qu'à la limite, qu'est-ce qu'on en a à foutre des héros gobelins, quoi. Il y a un problème, en fait. Il y a un problème clair à ce niveau-là, parce que il est supposé être possible de jouer des armées, par exemple, de full Crypt Horror, etc. C'est dans le lore, dans les règles disponibles dans les Battle Tomes, c'est prévu, et on est supposé pouvoir les jouer, mais si au final, en fait, ils ne sont pas viables en termes scénario de gameplay, parce qu'ils peuvent pas tenir les objectifs, c'est agiter une carotte, qui, en fait, d'un côté, c'est du chocolat, puis de l'autre côté, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez mettre, quoi. Donc, c'est très décevant, voilà, c'est très décevant. Désolé pour les... voilà, moi qui joue, en l'occurrence, pas désolé pour l'aide, désolé pour nous, moi qui suis en train de monter et peindre une armée de Troggoth, je l'ai dans les fesses, puisque les Troggoth ont un score de blessure de 4, ceux qui voulaient jouer un petit peu armée, comment on pourrait dire, élitiste, chez Tsench ou chez les Umbet, ce n'est pas possible non plus, puisque les Minotaur ont un score de blessure de 4, les Tsangor sur disque ont un score de blessure de 4, etc., etc., etc. Voilà. Il y a des créatures qui ont des scores de blessure de 5, en l'occurrence chez les Stormcast Eternal, les chevaliers, tout ce qui est monté a un score de blessure de 5, donc ça va tenir la route. Attendez, j'ai un petit doute, est-ce qu'ils ont un score de blessure de 5 ceux qui sont montés sur chaton,
évocateurs sur Dragon Line. En plus, ils sont par 3. C'est ça, 260 points à 3. Ils sont à 3, donc ils ont plutôt intérêt à avoir un... Ok, ils ont un score de plaisir de 5. Ok. Donc en fait, il y a quoi, les Sylvanettes et puis les Sankas Eternal qui sont contents. Non, ça la fout mal. Je trouve personnellement que ça la fout mal. Je vérifie, aujourd'hui, ils n'ont pas mis en ligne encore les unités Dominion. Ils n'ont pas mis en ligne les règles des unités Dominion. Je pense que je peux vous partager ici leurs règles, parce que elles sont libres à l'achat. Donc voilà, de toute façon vous pourrez, c'est pas ce que je vous présente comme image, c'est pas vraiment exploitable pour que vous puissiez jouer chez vous non plus. Alors, une dernière petite chose avant qu'on démarre véritablement sur les War Scrolls en eux-mêmes. Vous avez dû constater que est sorti depuis maintenant une bonne semaine, je pense. Alors, est-ce que je peux... On va le mettre en français, ça sera plus sympa. Vous avez vu que donc le 2, donc il y a maintenant 12 jours, sont sortis plein d'errata pour les bouquins. Alors, je vous cache pas que lorsque j'ai cliqué dessus, je me suis dit « Ah, cool !» Donc ça, c'est par exemple un petit morceau de jazzy qui n'a pas été composé, qui était un vieux morceau de jazzy des années, je crois, 30 ou 40, qui s'appelle The Mouche. Alors, dans ces fameux errata, si vous espériez avoir la mise à jour des coups en points des unités, vous pouvez vous brosser Martine. En l'occurrence, vous n'avez pas les coups en points des unités. D'un point de vue économique, ça se comprend, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter le bouquin de livre... comment ça s'appelle déjà ? Le manuel du général 2021, parce qu'il va y avoir le coup en points dedans. Mon avis personnel est que c'est pas très sympa. Je considère qu'à partir du moment où on a acheté un bouquin, voilà, un bouquin d'armée, les points d'unité étant dedans, la mise à jour de ces coups en points d'unité devrait être définitivement mise en disponibilité gratuite. Voilà. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire de précis, de particulier sur ces petites mises à jour de règles ? L'une des plus importantes choses qui a été mise à jour, c'est en ce qui concerne les relances de 1. Les règles qui permettaient de faire des relances de 1 ont, pour la très grande majorité, ont été modifiées. En ce qui concerne par exemple notamment les armures, on sait que chez les Stormcast Eternal, les boucliers, les fameux boucliers Sigmarite, où est-ce qu'ils sont la règle, où est-ce qu'elle est la règle? C'est Kitor, c'est nanana. Voilà, bouclier de Sigmarite, remplacer la règle par dégrader de 1 la caractéristique de perforation des armes qui ciblent cette unité jusqu'à un minimum de nul. Avant, la fameuse règle bouclier de Sigmarite, c'était vous pouvez relancer les 1 sur votre jet de sauvegarde. C'est quelque chose qui a été annoncé, pas officiellement, mais qui circulait sur les forums anglophones, qui était que Game Workshop voulait un petit peu se réduire, pas se débarrasser, mais réduire très fortement la quantité de règles qui faisaient beaucoup de relances, en fait. Relancer les 1, relancer tout court. Ils préfèrent, entre guillemets, notamment dans cette question d'avoir un jeu qui est déjà assez compliqué, mine de rien, avoir des règles plutôt simples, un petit peu comme lorsqu'ils disent, écoutez, le 1 sera systématiquement un échec, un 6 systématiquement une réussite, au cas par cas, suivant certaines règles, le truc, pardon, excusez-moi, je vérifiais quelque chose sur mon retour, c'est pour ça. Notamment, ils ont dit, voilà, maintenant, vous avez un score d'armure qui va être déterminant pour gérer la capacité de tanking, de résistance de vos unités. On va baser là-dessus la résistance des unités. Du coup, comme on va avoir de plus en plus de
d'unités avec des sauvegardes importantes, on va également avoir de plus en plus d'unités avec des armes qui vont avoir au moins de la perforation de 1. On va également avoir de plus en plus de possibilités de blessures mortelles. Écoutez, c'est un choix, comme je vous l'avais déjà dit par le passé, je pense pas que c'était forcément... Moi c'est pas le choix que j'aurais fait. Mais maintenant, je me dis qu'en termes d'équilibrage, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ça se trouve, ça va très très bien tourner. Ça se trouve, ça va très très bien passer. Sans doute que moi, mon idée initiale de pouvoir se permettre d'avoir une grande nuance de tanking pour les unités, du coup, grâce au score de blessure qui est plus souple, enfin comment dire, qui est moins cash, enfin je sais pas comment dire, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. En fait, ce que j'essaye de dire à chaque fois par rapport à la différence entre le score de blessure et le score de sauvegarde, c'est que il y a beaucoup plus de nuances disponibles en termes de sauvegarde, en termes de blessure que de sauvegarde. En fait, en gros, un point de sauvegarde, c'est à peu près l'équivalent. Je veux dire, si à chaque fois qu'on modifie plus 1 ou moins 1 en sauvegarde à une figurine, et ben en fait, si on voulait faire une équivalence au niveau de la blessure, il faudrait peut-être plutôt. En fait, c'est pas 1 en score de blessure, c'est plutôt 2 ou 3. C'est ça que je veux dire en fait. C'est qu'en fait, modifier un score de sauvegarde, ça a un impact très important sur l'affaiblissement ou sur la résistance d'une unité, alors qu'il y a beaucoup plus de nuances disponibles sur le score de blessure. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, effectivement, comme moi j'aime bien quand les choses sont un peu précises et quand on peut se permettre justement d'équilibrer et de faire plein d'équilibrages différents avec beaucoup de nuances sur les unités, et bien pour moi c'était évident qu'il fallait plutôt se tourner vers la blessure plutôt que sur la sauvegarde, parce que pour moi la sauvegarde c'était vraiment un truc de Warhammer Battle, de Warhammer Fantasy Battle, où en fait tout simplement c'était clairement ton unité elle est vivante, clac, tu peux taper dessus pendant 5 tours, j'ai à chaque fois réussi mon sort de sauvegarde, ou t'as pas eu de bol, et boum, elle est morte. Et ça, quel que soit son niveau de puissance, etc. Alors que je pense que, justement, la blessure permet d'avoir de faire tomber les figurines de manière un peu plus progressive que tout ou rien. Donc voilà. Après, le truc, c'est que la théorie qui est opposée à ça, c'est oui, mais du coup, on se retrouve pour compenser à chaque fois, à voir si on a un score de blessure de base de 2, et en face, en compensation, on a également un score d'attaque, un nombre d'attaques de base de 2. Et du coup, on se retrouve à lancer des sauts de dés. Oui. C'est vrai, en l'occurrence, actuellement, Warhammer Age of Sigmar est un jeu où on lance pas mal de dés. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, baser la résistance, ce choix qui a été fait là, de baser la résistance sur la sauvegarde uniquement et quasiment pas sur le score de blessure, n'empêche pas qu'on va continuer à lancer des sauts de dés. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que effectivement l'un des principaux changements est que bon nombre de règles qui permettaient notamment de faire des relances sur les 1, des choses qui étaient systématisées, ne le sont plus. Ce n'est pas une règle qui a disparu, attention, on peut le voir juste au-dessus au niveau des prières. C'est prière de Stormhost. Vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques qui ciblent l'unité choisie jusqu'à votre prochaine phase d'héros. Donc là, c'est un sort particulier, qui est un sort que j'aime bien, qui s'appelle Lumière Divine. Vous pouvez relancer le jet de touche de 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, tout simplement, a priori, Games Workshop, les règles qui permettent de faire des relances, vont continuer à exister sur des situations particulières, moins automatiques. C'est-à-dire qu'en fait, les boucliers de Sigmarite, toutes les unités en avaient, toutes les unités bénéficiaient de cette règle. Je veux dire, vous voyez
Là, ça affecte page 60, 173, 177, 118, 119, 181, et en général sur ces pages-là, vous avez 1, 2 ou un scroll, donc en fait, ça, voilà, il considérait qu'en fait, c'est pas 5 unités qui sont concernées, c'est peut-être plutôt 8. Là, par contre, la fameuse prière de lumière divine, eh bien, la prière lumière divine, c'est pas quelque chose que vous allez systématiquement jouer, c'est pas quelque chose que vous allez systématiquement avoir, il faudra déjà jouer un prêtre, et en plus, parmi toutes les prières disponibles, eh bien, entre celles qui sont les fameuses prières génériques, qui sont dans le bouquin de base, alors là, je suis désolé, comme il n'y a pas beaucoup de lumière chez moi, il fait pas trop la mise au point, j'ai préféré garder la mise au point sur ma grosse tête que sur mon décor, mon fond, bref. Et donc voilà, vous m'avez compris, nous allons avoir des règles, des sorts, des objets magiques, des choses au cas par cas qu'on pourra les sélectionner qui vont nous permettre de faire ce type de relance, mais clairement on va avoir une réduction considérable de ces règles-là sur les aptitudes qui sont supposément systématiques dans nos factions, dans nos armées. C'est pas une mauvaise chose, hein, quitte à faire des choix, et ben autant qu'ils soient assumés à fond, nous verrons bien ce que ça va donner. Donc ça c'était la première chose parmi toutes les choses à prendre en compte, c'était quelque chose que je souhaitais que on ait en tête avant de voir les règles concernant les les unités qu'on va regarder, qu'on va prendre le temps de regarder. Je sais pas si ça va me prendre beaucoup de temps, mais on va essayer de faire les choses proprement ensemble. La première chose à voir, c'est en termes de lore. Là, on a, où est-ce qu'il est ? Il est là. Le War at Humberstone Watch. Le lore, il est vraiment super sympa. Il est vraiment super sympa. Il est vraiment bien. Moi, je l'ai bien aimé. Je trouve ça hyper intéressant, la façon dont il racontait l'arrivée de ces Oruks et le bordel qu'ils foutent, etc. Et comment ils fonctionnent, et le côté swamp, enfin le côté marécage et tout. Ce qui est expliqué, c'est que cette nouvelle, pas faction, mais ce nouveau groupe de Stormcast disponibles sont véritablement des Stormcast d'élite. En fait, Thunderstrike, là, ce que vous voyez ici, je sais pas, est-ce que vous voyez ma souris ? Ouais, vous voyez ma souris. Voilà, donc est-ce que si je fais un truc, voilà, ici, Thunderstrike, pardon. Donc, Thunderstrike, en fait, ce n'est pas à proprement parler une nouvelle, une nouvelle chambre de combat. Ce n'est pas présenté de cette manière-là dans le lore, ou à ce moment-là je me suis trompé, mais où j'ai mal lu, mais a priori ce n'est pas du tout présenté comme une... Ce que j'ai compris, c'est absolument pas... Et je me débrouille quand même pas trop bien en anglais. Ce n'est absolument pas présenté comme étant une nouvelle chambre de combat. En fait, Thunderstrike, c'est le type d'armure portée par... ces unités. En fait, ce type d'armure, clairement dans un style gréco-romain, en fait, ce sont des armures plus. Ce sont des armures qui sont, en termes de puissance, nettement différentes aux armures que on connaissait portées par le Stormcast Eternal de base, en fait. Pardon, excusez-moi. C'est supposé justifier en termes de lore beaucoup de choses. Au niveau des règles, ça se voit. Comme vous allez le voir, toutes les unités Stormcast de cette liste ont des très très bons scores d'armure. En fait, ils ont tous du 3+ de base. Hein. La troupe de base a un score de sauvegarde de base de 3+. Hein. C'est clairement un score de sauvegarde de héros. Mais je trouve que du coup il y a un certain décalage. En fait,
ça ne me pose aucun problème d'un point de vue lore que les Vindictors, les Praetors et les Annihilators aient le mot-clé de Thunderstrike et soient équipés d'armures spécifiques. Mais en ce qui concerne le Knight Vexillor, je trouve ça bizarre. En ce qui concerne le Knight Arcanum, je trouve ça bizarre. En ce qui concerne... Alors l'Ordre Impératant, pas nécessairement, ça peut correspondre si c'est justement un héros qui est spécifique, c'est, imaginons, le leader, le commandant des unités d'élite, pourquoi pas. Alors en ce qui concerne Indrasta, c'est un personnage nommé, ok. Mais en fait, en ce qui concerne le Knight Arcanum et le Knight Vexillor, absolument rien ne justifie dans leur lore qu'ils portent une armure Thunderstrike. Et d'ailleurs, déjà, je suis en train de vous parler, déjà, je suis en train de nuancer ça. Parce que du coup, je vous avais dit la dernière fois, ok, c'est cool, le Knight Vexillor, j'aimerais bien qu'il corresponde au War Scroll précédent. Et puis, du coup, en fait, je pense vraiment qu'on va avoir 2 War Scrolls de Knight Vexillor. On va avoir le War Scroll du Knight Vexillor antérieur, du préexistant, qui a avec ses 2 bannières choisies, c'est possible, et ce Knight Vexillor là qui sera marqué With Banner of Apotheosis, donc avec la bannière d'apothéose. Parce que, en fait, ce qui est expliqué dans le lore, c'est que cette bannière d'apothéose a été une bannière très très rare, très très particulière, en fait, qui est concrètement une bannière qui permet, sur place, de recréer... comment dire, de manière assez spécifique, donc là c'est une fois par bataille, c'est un pouvoir qui est très difficile à manier et qui, entre guillemets, met beaucoup de temps à se recharger, mais en fait, qui permet de instantanément créer, en fait, les effets de la fameuse enclume de forge apothéose qui est donc en Azir, qui permet de reforger les armes et les armures des Stankas Eternal. En fait, c'est l'effet de cette bannière, c'est vraiment un objet d'une grande rareté, extrêmement puissant, et donc ce qui justifie, en fait, toute cette énorme... cette grosse... comment on appelle ça cette grosse... aptitude, pardon, c'était ça le mot, cette grosse aptitude, et voilà, et le fait que ce soit une unité qui, du coup, ait un coût en points supérieur à sa version, entre guillemets, on va dire, un peu plus générique. Donc voilà, avec la bannière d'apothéose, il coûte 125 points. Sans la bannière d'apothéose, il est, je crois, à 100 ou 110 points. Je vais vous le dire immédiatement, sachant que, a priori, c'est une unité qui va prendre au moins 5, si ce n'est 10 points, mais... alors, pardon... Knight Vexillor, il est à 110 points. Il est fort probable qu'il passe à 120 points dans la V3, parce que pour l'instant, je vous rappelle que les règles, les coups en points qui ont leaké n'ont rien d'officiel, donc on verra bien. On verra bien ce qu'il en est véritablement en ce qui concerne ces coups en points. À part pour les bannières qui sont dans les objets magiques des Stankas Eternal, donc qui sont disponibles pour tous les Knight Vexillor, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, qui sont disponibles pour tous les Knight Vexillor, les bannières qui sont présentées donc sur le War Scroll sont des bannières once par battle, donc avec un effet unique une fois par bataille. Clairement, les effets de la bannière, donc de The Banner of the Reforged, la bannière de l'apothéose, sont beaucoup plus puissants que les effets des deux autres, de Knight Vexillor. Pour moi, 5 points, ce n'est pas... Pour moi, 5 points, c'est pas possible. Pour moi, 5 points, c'est pas possible de... Pardon, 5 points, c'est pas possible. Je voudrais juste aller vérifier aussi au niveau de ses caractéristiques. On va voir ça ensemble. Voilà, Knight Vexillor. Peut-être que j'aurais dû ouvrir immédiatement son War Scroll pour le comparer. Donc là, ok, il a une sauvegarde de 3. Lui, il a un move de 5. Donc déjà, il y a une variation... Pardon, hop là, on va les mettre côte à côte.
Hop là. Sauvegarde de 3, d'accord. Blessure de 5, l'autre il a une blessure de combien? Blessure de 6. Donc, ok. Bravoure de 9, bravoure de 8, oui, bon, ok. Après, c'est un héros, enfin, c'est une figurine unique, donc la bravoure, c'est assez secondaire. Lui, il a une armure de Thunderstrike. Lui, il en a pas, là, bien sûr, d'armure de Thunderstrike. En même temps, au niveau du lore, c'est justifié parce que effectivement, il y en a un qui porte une bannière extrêmement rare, extrêmement unique. Ok. Toucher 3+, rende pénétration 1, dommage 2. Dommage 1, pas de perforation. Toucher 3+. Alors, attention, je parle maintenant. J'ose espérer que, en l'occurrence, ce type de situation où on a des héros qui ont des touches toutes pourries, c'est-à-dire inférieures à des troupes de base chez les Stormcast Eternal, dans la V3, lorsque le bouquin va sortir, ça n'existera plus. Parce que là, en fait, à part le fait qu'il a 4 attaques, il a les caractéristiques d'un Liberator lambda. Ce Knight Vexillor. Donc, clairement, si le Knight Vexillor, là, avec bannière d'apothéosis, il reste à 125 points, parce qu'il n'est pas dit que, en fait, ce qu'on voit là, peut-être que ça fonctionne uniquement dans le format de jeu de la boîte Dominion. Peut-être que ce petit carton-là, il faudra s'en débarrasser par la suite, parce que le livre des Stormcast Eternal changera son contenu. Peut-être qu'en fait, ça c'est supposé être équilibré pour être joué dans la bataille de Dominion, et c'est tout. En l'occurrence, on sait que a priori, les Stormcast Eternal ont plus d'allégeance de bataille, ont plus d'aptitude d'allégeance. Le Sion of Storm, donc c'est la fameuse règle pour leur permettre de se téléporter, et Blaze of Glory, c'est la nouvelle règle qui fait que lorsqu'ils explosent, lorsqu'ils meurent, ils explosent, et donc sur un 6, pour chaque blessure, on lance un dé pour chaque... on prend le score de blessure initial de la figurine, on lance un dé pour un dé pour chaque équivalent au score, donc comme les Stormcast Eternal ont un score de blessure de base de 2, vous lancerez au minimum 2 dés, et si les unités étaient équipées d'une armure Thunderstrike, donc si on est sur les troupes d'élite présentes ici, eh bien vous ajoutez plus 1 au score, au résultat de votre dé, sur les 6, l'unité proche qui est à 1 pouce, unité ennemie proche à 1 pouce de la figurine détruite, subira une blessure mortelle. Pardon, je vais dans tous les sens parce que je suis en train de penser à plein de choses en même temps. Je voudrais pas trop oublier tout ce que je voulais dire. Mais j'espère que c'est pas trop confus, malgré tout ce que je vous dis. De toute façon, si c'est confus, on en débattra dans les commentaires ensemble. On en discutera au moins, si vous le souhaitez. Donc, ce que je veux dire, c'est que si le Knight Vexillor reste avec donc le Knight Vexillor, on va dire non élite, hein, non vétéran, eh bien, reste avec ces stats-là. Pour moi, c'est pas possible. En termes d'équilibrage, il peut pas rester à 110 points. Pour moi, c'est une figurine qui vaut plutôt 100 points. Donc si en plus, le fameux leak qui annonce que c'est une unité qui va monter à 120 points, ouais, pas possible. C'est pas possible. Il y a un décalage qui est trop important entre les deux. Le mouvement de 5, la blessure de 6, ça vaut au moins 5 points, si ce n'est 10 points sur une figurine. Sans parler du fait, là, le tout hit de 3+, à 4+, ça fait une énorme différence. Pareil, la pénétration de 1, le dommage de 2, ça fait une énorme différence. Sans parler du fait, tout simplement, que il a sa règle personnelle qui est vous pouvez relancer les jets de charge pour les unités Stormcast Eternal qui sont entièrement à 12 pouces de cette unité. Je crois qu'on l'a pas ici. Hein. Ah si, on l'a. Si, vous pouvez relancer les jets de charge pour les unités Stormcast Eternal amis qui sont entièrement à 18 ou moins de cette figurine.
icône de guerre. Et là, c'est 12 pouces. Là, c'est 12 pouces. Donc, ok, on a perdu 6 pouces. On a perdu 6 pouces. Et ce sont ces 6 pouces qui justifieraient que... Non. Non, non, non. Pour moi, c'est pas possible. Ces 6 pouces ne peuvent pas justifier que le Knight Vexillor reste à 110 points, ou 120 points. Ou même monte à 120 points. Pour moi, clairement, le faible mouvement, le score de blessure, et puis si on reste sur ce profil d'arme-là, pas possible. Hein. C'est une figurine qui vaut 100 points. C'est une figurine qui vaut 100 points, de mon point de vue. Donc on verra bien ce qui va en être. Voilà. Mais bon, donc, ok, je me détends un peu sur la question, ok, d'une Thunderstrike. D'accord, toutes ces unités, ici, de Stormcast Eternal, sont des unités d'élite. D'accord, ok. Même le Knight Vexillor, il n'y a pas de problème, ce sont des unités d'élite. Effectivement, en ce qui concerne les Annihilators, c'est la nouvelle ultra vitrine du Battletome, etc., et de Dominion. Ces figurines avec leur bouclier si impressionnant, que je trouve d'ailleurs très charismatique. Eh bien, effectivement, j'aime pas leur sauvegarde de plus. Néanmoins, ça reste des figurines qui se jouent par tranche de 3 et qui n'ont que un score de sauvegarde de 3 et un mouvement tout pété de 4. Ce qui fait qu'en fait, pour tenir les objectifs, eh ben, bon courage. Alors, effectivement, ils cognent très fort, hein, mais ça reste finalement un total de 9 attaques et un potentiel de 18 dommages. Ils ont leur fameuse attaque, leur fameux effet. Alors non, c'est pas 18, pardon, parce qu'ils ont un champion. Donc ça va faire 10 attaques et 20 dommages. Ce qui est correct, hein. Ce qui est correct. Mais ça reste une unité à 190 points. Ça reste une unité à 190 points. Et actuellement, on va aller voir une autre. Mais je me suis coupé la parole en vous disant, nous avons effectivement ici Blazing Impact. Blazing Impact, donc cette fameuse compétence qui fait que lorsqu'ils sont téléportés sur le champ de bataille, eh ben, chaque unité ennemie qui est à 10 pouces d'elle, eh ben, sur un 3+, va se prendre des 3 blessures mortelles. Je trouve ça assez cool, dans les faits. Ça leur donne vraiment un côté, quand on arrive, voilà, il y a une décharge, enfin vraiment c'est genre, c'est Thor quand il arrive dans Avenger et qu'il arrive au milieu des aliens, il y a une déflagration d'éclairs et d'énergie qui se produit autour d'eux. Je trouve ça assez cool. Ils ont leur petit bonus pour pouvoir relancer les charges, et ils ont à nouveau ici Force of the Fallen Star, soustrayez 1 aux chances de toucher des unités qui sont... Oui, c'est ça. Ils ont un bonus. Ils ont un bonus au tour où ils chargent. Ils peuvent. Il y a un -1 pour les toucher et les unités ennemies prennent ou un -1 ou un -2 pour les toucher et en fonction de la situation. On verra ça. Je vous referai de toute façon en détail ça, mais ça c'est pas important. Et l'adversaire prend une blessure mortelle. Après, la question c'est, est-ce qu'on veut jouer du coup une unité avec un score de blessure de 9? Alors oui, ils ont l'armure de Thunderstrike, donc une sauvegarde de plus. Alors, ils ont une sauvegarde de plus. Ils ont l'armure de Thunderstrike qui fait que lorsqu'ils meurent, eh ben, vous lancerez 3D par figurine. La question c'est, le génie que je suis, pourquoi j'ai fermé Game Workshop? Alors, Grandalios. Allons voir les fameux paladins. Je crois que j'en ai là, donc on va le directement ici. Nos rétributors. Nos rétributors qui sont actuellement... Donc on va... Ah, bordel de Dieu! Mais je crois que la règle n'a pas changé. Donc ils sont une sauvegarde de 4+, ils ont 3 blessures, ils ont un score de blessure de 3, un mouvement de 4. Donc, mouvement de 4, 3 blessures, score de blessure de 2, là ça fait une très grosse différence. Une très grosse différence. Mais nous avons du coup 5 figurines, et pas 3. Pour le même prix, enfin pour le même coût, et combien d'attaques au total? Ça fait donc
1, 2, 3, donc 6, 6 et 7, donc 7, 14, 14 et potentiellement 6 blessures mortelles supplémentaires. Donc on arrive à un score de 20 également. Avec également toute la possibilité de faire des blessures mortelles quand on fait des 6 à l'impact. Donc, en fait, ce qui les différencie, c'est que d'un côté, on en a 5, de l'autre, on a une sauvegarde de 2+. Donc, la question, c'est, est-ce que... ces figurines-là sont très jolies, on s'est un peu habitué à ces figurines-là, qui restent très jolies, La question, c'est donc, est-ce que... la musique est aussi courte que ça, elle fait 45 minutes. Ok. Eh bien, nous venons de passer sur la musique d'un des jeux vidéo sur console, qui est une musique que j'aime bien, qui est pour les jeux de rôle, elle passe très très bien. Alors, paraît un peu répétitive parfois, mais pour les jeux de rôle, justement, cet effet de musique d'ambiance répétitive passe très 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 bien. Mais on va laisser ça, je pense que ça conviendra. Donc, qu'est-ce que je vous disais ? Voilà, on a un choix entre 3 figurines d'un côté avec une très bonne sauvegarde, et de l'autre côté, 5 figurines avec une sauvegarde clairement moins élevée. Je pense que leur potentiel destructeur est tout à fait équivalent. Effectivement, les annihilators ont un bonus pour charger au tour où ils arrivent, ce qui n'est pas le cas des rétributors. Après, c'est pas trop grave, éventuellement, vous faites accompagner vos rétributeurs par un Night Vexillor, et c'est bon. Ils pourront avoir leur reroll pour charger. Voilà, la grosse différence, ça va effectivement d'être... je pense que les deux unités ont le même potentiel pour capturer des objectifs. Après, les annihilators, il suffit d'aligner quelques figurines pour leur faire perdre l'objectif, ce qui est... Il y a quand même une différence de 2 figurines qui... Au niveau d'une armée Stormcast Eternal, pour tenir l'objectif, comme on a quand même une armée qui va en moyenne, on va aligner en général, c'est ça, entre 25, 50, au mieux 70 figurines en se débrouillant bien, en tirant vraiment sur les renforcements. Donc on est vraiment mais plutôt autour de 50 figurines, les armées de Stormcast Eternal. Donc de toute manière, la prise des objectifs va dépendre à la fois de la capacité à foutre une grosse claque à l'adversaire, et également de quand même réussir à aligner un peu plus que 3 figurines sur les objectifs. Après vous me direz, oui, mais qu'est-ce qui se passe si vos rétributeurs, vous en avez perdu 2, ce qui est tout à fait possible, sur le contre-coup de la charge, puisqu'effectivement ils ont quand même une sauvegarde de 4+, à ce moment-là, clairement les annihilators, ils tiennent beaucoup plus ils sont beaucoup plus tanky, et c'est vrai, clairement, très 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 clairement, la sauvegarde de 2+, fait une énorme différence, elle est considérable, la différence en termes de tanking par rapport aux rétributors. Clairement, sauvegarde de 2+, je pense que pour être équivalent en termes de tanking, il faudrait que les rétributors aient au moins un score de blessure de 6. Pour être équivalent en termes de tanking. Donc c'est pour vous dire à quel point ce score de 2+, il est fort. L'impact, en fait, la différence d'impact, elle est là. Donc ce sera à vous de voir. Si pour 190 points, ça vous arrache pas trop la gueule de vous dire que vous alignez 3 figurines dans l'unité, et pas 5. Après, chez les Stormcast Eternal, vous avez tous ceux qui sont montés sur des dragotes ou sur des sur des griffes chargeurs, tout ce qui est sur des montures va vous coûter en moyenne quasiment 200 points à chaque fois, à part les griffes chargeurs qui coûtent 170 points, c'est vrai, mais... Et voilà. Ensuite, allons voir les Vindictors, qui sont donc l'une des raisons qui m'a fait grincer des dents lorsque j'ai pris ces règles-là, lorsque j'ai lu ces règles-là, il y a une semaine.
Qu'est-ce qui m'a déplu immédiatement chez eux? Tout simplement, en fait, ok, je comprends d'un point de vue lore, ils ont une sauvegarde de 3+, parce qu'ils ont une armure Thunderstrike. Très bien. Par contre, ce qui me déplaît fortement, c'est ce 3+, ce rend de 1, et ce dommage... alors, le dommage de 1, il n'y a pas de problème, mais c'est ce 3+, rend de 1. C'était ce qui m'a déplu. C'était ce qui m'a déplu fortement. Et l'autre truc qui m'a pas mal déplu, c'est cette règle-là. Sur un jet de touche non modifié de 6, vous allez infliger une blessure mortelle à la place du dégât initial. Hein. C'est pas en plus, c'est à la place. Bon, déjà, je vous l'ai dit, hein, pour moi, je n'aime pas la démultiplication la démultiplication des blessures mortelles. Si justement on leur met une pénétration d'armure de 1, puisque j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus présent que ce dont c'était le cas avant, et bien, à ce moment-là, vous leur mettez pas la règle de blessure mortelle, s'il vous plaît. Ou sinon, vous leur retirez la pénétration d'armure de 1, et vous leur mettez la règle de blessure mortelle. Mais je trouve ça beaucoup plus sympa d'avoir justement une règle de pénétration d'armure, et à ce moment-là, ça vous donne l'opportunité de mettre une autre règle, ici, au niveau une autre aptitude que celle de la blessure mortelle. Sachant que, finalement, eh bien, ils sont un peu pauvres, ces Stormcast Eternal, ces Vindictors. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons une unité de 5 figurines à 140 points, qui ont un score de blessure de 2, une sauvegarde de 3+, 2 attaques par figurine, plus une pour le champion, et ils ont un porte-bannière qui a fait passer leur bravoure de 7 à 8. Jusque-là, c'est très 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 lambda. Mais finalement, ils n'ont qu'un seul armement possible. Il n'y a pas de possibilité d'avoir une arme lourde ou quoi que ce soit d'autre. Donc finalement, c'est vraiment une unité qui est là pour tanker. Hein. C'est une unité qui est entre guillemets moins polyvalente que les autres, sur le papier, mais finalement, pour dire oui, elle est moins polyvalente, mais elle a quand même bien tapé, parce qu'on va lui rajouter cette petite attaque, cette petite aptitude qui va leur permettre d'avoir une blessure mortelle sur un 6 pour toucher. Oui, d'accord, absolument. Finalement, je pense que c'est une unité qui du coup se trouve plutôt bien équilibrée, et du coup je trouve même beaucoup plus agréable que ce que sont les Sekitor quand ils sont sortis, ou même toujours aujourd'hui. J'ai vraiment toujours un problème avec l'unité des Sekitor, personnellement. Notamment parce que, en fait, les Sekitor, alors aujourd'hui ils sont à 130 points, ou ils sont à 120 points, ils sont à 120 points, ils vont remonter à 130 points, je vais vous le dire immédiatement. Alors, Sekitor. Ils sont à 120 points, et il est fort probable qu'ils remontent à 130 points. Quand ils sont sortis initialement, ils étaient à 130 points. Donc, les Sekitor, on est avec une unité qui a une sauvegarde de 4+, et qui a des statistiques pour cogner, qui sont donc 3+, qui sont des statistiques de héros, enfin de troupes d'élite. Ce qui me gêne, c'est qu'ils n'ont jamais été vendus comme étant de la troupe d'élite. Si dans certaines parties du lore, ils étaient initialement présentés comme de la troupe d'élite, et puis c'est rapidement disparu. Eux, ils vont pouvoir ignorer les pénétrations d'armure de 1, donc ils ont l'air de 4+, mais ils vont pouvoir ignorer les pénétrations d'armure de 1, puisqu'ils ont le fameux bouclier de Sigmarite, normalement. Voilà, bouclier d'âme. Alors eux, ils appellent ça un bouclier d'âme, attention, je vais vérifier immédiatement avec vous en direct, s'ils sont concernés. Les Sekitor sont page 187. Oh la baise! Donc les Sekitor relancent les 1, mais ne dégradent pas la caractéristique de perforation des armes. Alors, est-ce que c'est un oubli? Ou est-ce que c'est voulu d'avoir nommé bouclier Sigmarite pour toutes les autres unités, mais que les Sekitor, eux, ont ce qu'ils appellent donc un bouclier d'âme, et, excusez-moi, mais les boucliers des troupes
Ah oui, ils sont le motif est un peu différent, puisqu'on voit la fameuse forge. Mais, mais en vrai, la différence, elle est pas si incroyable que ça. Donc là, on a un... Attendez, si je fais comme ça, vous avez la mise au point. Là, vous avez donc comment on appelle ça, un séquitor. Et là, vous avez un libérator. Bon, effectivement, le bouclier a un motif différent. Mais on est très très loin de la différence de motif qu'on a entre les unités. Bah oui, je suis con, j'aurais dû vous prendre là, ça aurait été beaucoup plus agréable pour vous. Donc effectivement, on a le bouclier avec qui a dessus la fameuse forge, le fameux l'enclume. Et on va avoir avec les unités de Dominion, en fait, clairement, en fait, c'est une icône de Sigmar. Hein. Ce fameux visage que pas mal de gens ont décrié en disant que ça faisait bizarre, que ça faisait beaucoup trop Zeus et compagnie, c'est Sigmar en fait, qui est représenté de manière iconique sur ces boucliers. Donc ces fameux boucliers ne sont pas appelés des boucliers Sigmarites, en l'occurrence. Les Séquitors ont des boucliers d'âme, et les Libérators et les unités sur Dracoth et compagnie, les unités sur Dracoth, tout simplement, le Knight Questor, ont des boucliers de Sigmarite. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Donc, alors eux, ils ont une sauvegarde de base de 3+, parce qu'ils ont une armure Redeemer, pas une armure Redeemer, une armure Thunderstrike et un bouclier sympa, mais du coup, par contre, ils ignorent pas la pénétration d'armure, enfin le score de 1 de pénétration, ils réduisent pas la pénétration d'armure de 1, et non plus les Séquitors ne vont pas réduire le score de pénétration d'armure de 1. Alors attention, hein, rien ne dit que ils vont se rendre compte du décalage, et que du coup, cette FAQ puisse être mise à jour dans les semaines à venir. Hein. Rien ne dit qu'ils ne se rendent pas compte de ce décalage. On verra bien. Je leur souhaite. Mais bon, quand on constate, comme on a vu, que le War Scroll des paladins rétributors n'est pas à jour depuis 4 ans, ça la fout mal. Alors vous pourriez me dire, ouais, peut-être qu'il n'y avait pas de raison de le mettre à jour. Il me semble que si, il y avait des raisons de le mettre à jour. Par exemple, en l'occurrence, le PDF des Libérators, je crois qu'il n'est pas à jour non plus. Donc voilà, le PDF des Libérators, il n'est pas à jour. Et entre-temps, on est passé d'une règle qui fait que ici, la paire d'armes, eh ben, on relance plus les jets de 1 pour toucher, c'est plus ça. Parce que avant cette règle-là, qui faisait relancer les jets de 1 pour toucher, eh ben, elle rendait définitivement, enfin, elle rendait le marteau plus intéressant que la Warblade. Le marteau reste un micron un peu plus intéressant que la Warblade, mais moins qu'avant. Puisque aujourd'hui, la règle, c'est quand vous faites un 6 pour toucher, vous générez une attaque supplémentaire avec la paire d'armes. C'est ça, aujourd'hui, la règle. Donc là, on a quand même une grande différence à ce niveau-là. Puis, il y a eu une FAQ qui a dit que la troisième attaque, en fait, du Liberator Prime ne pouvait pas fonctionner sur une arme à deux mains. C'était marqué, je sais plus comment c'était marqué, mais en gros, ça expliquait que en fait, le Liberator Prime, ça modifiait la règle, ça a modifié la ligne pour dire qu'en fait, clairement, la troisième attaque du Liberator Prime, c'était forcément avec un Warhammer ou une Warblade, et pas un Grand Hammer ou une Grand Blade. En fait, ça citait les armes, ça citait Warhammer ou Warblade, en fait, pour le Liberator Prime. C'était une FAQ. Parce que j'ai recherché, actuellement, la règle qui est dans le Battle Tome des Stormcast Eternal actuelle, cette règle-là, c'est la même. Et, écoutez,
comme ils font bien les choses chez Game Workshop, et ben cette règle-là n'est pas reprise dans cette errata actuelle. Donc je suis allé voir en me disant, on va aller chercher les errata précédents, hein, on va chercher les errata des Stormcast Eternal précédents. Et ben, gratte-toi Martine, enfin tu peux te brosser Martine, il n'existe pas. Ils les ont dégagés. Vous pouvez descendre comme ça aussi bas que vous voulez. Ils ont dégagé les errata précédents. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que le dernier errata qui fait foi pour les Stormcast Eternal, donc là c'est le livre de base, hein, le dernier errata qui fait foi pour les Stormcast Eternal, comme pour les autres unités, c'est celui-là. Oh, attendez, il y a un errata pour Core Rules and Base Size. Est-ce que j'ai passé 20 minutes à gueuler pour rien ? Phase de mouvement. Alors là, c'est un Q&A. Hein. Pour l'instant. Engagé, objectif. Non. Là, ce sont des questions-réponses. Errata. Ah, d'accord. Oh non. Alors, écoutez, je ne me suis... il n'y a pas eu de mise à jour faisant passer le score de blessure de 5 à 4. Donc, c'est toujours la baisse. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, comme ils font bien les choses chez Game Workshop, cette fameuse mise à jour de l'aptitude des Libérators, elle a dégagé. À nouveau, vous pouvez rééquiper vos champions Libérators avec une arme à deux mains et leur permettre de bénéficier de la troisième attaque sur l'arme à deux mains, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'a plus été le cas, entre guillemets, pendant une bonne partie de la V2 des Age of Sigmar, pendant 1 an et demi, je crois. Un truc comme ça. Il me semble que c'était une mise à jour qui était en décembre 2019, ou une FAQ la FAQ de 2019, je crois. De décembre 2019. Donc voilà, aujourd'hui, la FAQ de 2019, comme elle n'a pas été reprise dans cette errata, vous pouvez à nouveau équiper vos armes à une main sur vos Libérators. Sur vos armes à deux mains sur votre champion Libérator. Donc, pour revenir sur les Vindictors, comme je vous le disais, on est sur en fait finalement un War Scroll qui est un peu pauvre dans les faits. Pour les rendre polyvalents, ils leur ont donc mis cette fameuse règle qui leur permet de faire des blessures mortelles sur du 6. Comme je vous l'ai dit, moi ça me plaît pas. Mais bon, enfin ça me plaît pas. Ça me plaît qu'ils soient polyvalents, ça me plaît pas d'avoir plus de blessures mortelles. Et ce que je trouve dommage également, c'est que du coup, finalement, ce qui est dans les faits présenté sur ce War Scroll, ne rend pas hommage, ne respecte pas leur... alors où est-ce qu'il est ? Ah oui, hop là. Ne respecte pas leur lore, dans lequel il est expliqué qu'en fait ce sont vraiment des pures troupes défensives qui sont vraiment là pour tels les 300 Spartiates dans le film 300, qui sont là pour tenir la ligne coûte que coûte, qui sont vraiment des combattants ultra disciplinés, enfin vraiment c'est la crème de la crème de la troupe de ligne chez les Stormcast Eternal, et que ils sont vraiment les mecs, le rempart de bouclier, ils sont vraiment le rempart, et finalement je trouve ça dommage parce que mis à part le fait qu'ils vont avoir une bravoure de 8 grâce au porte-bannière, c'est pas visible dans leurs règles. Je trouve ça très dommage. Alors, ils ont fait attention à leur mettre le mot-clé Redeemer, parce que comme ils disent, ce sont en fait des vétérans. Ce sont l'élite des Stormcast, donc en fait, les gars ne sont pas créés Vindictor, à part s'ils mettent à jour les règles, enfin le lore, les gars ne sont pas créés Vindictor. Ce sont des vétérans, ce sont des gars qui étaient, et des nanas, qui étaient avant à d'autres rôles, d'autres positions. Chez les Stormcast Eternal. Alors sachant que quand vous lisez le lore des Stormcast, il est fréquent que d'une réincarnation à une autre, certains Stormcast changent d'unité
en fonction, entre guillemets, par exemple, d'une quête de vengeance ou d'une quête de volonté de continuer un combat sur un certain tableau, si leur unité a été délocalisée ailleurs, et s'il y en a un, il a dit, ben moi j'ai vraiment trop envie de continuer la guerre là-bas, et ben hop, il va être repositionné dans une autre unité qui, elle, est toujours affectée à la guerre sur le tableau, la campagne précédente, l'autre campagne voilà, où il a été tué. Donc les Vindictors, ce sont des gars qui... alors, deux choses au niveau de leur lore, ce qui est expliqué, c'est que ce sont des gars qui sont donc extrêmement expérimentés, et surtout ce sont des personnes qui ont très peu subi les effets négatifs des multiples reforges. Ce qu'ils expliquent dans le lore, la présentation des Stormcast Eternal, parce qu'il y a une page par unité, mais aussi toute une double page pour expliquer qu'est-ce que sont en général les Stormcast Eternal. Et dedans, il y a un long paragraphe qui explique effectivement ce fameux mal de la résurrection, ce fameux mal du reforgeage, de la reforge. Et en fait, ils expliquent que c'est pas systématique. Ce qu'ils expliquent, c'est que plus on est reforgé, plus le risque qu'il y ait un défaut se produise. Mais on peut être reforgé un nombre incalculable de fois sans que ce défaut se produise. Et lorsque ce défaut se produit, ça ne veut pas dire qu'on va devenir baisé complètement. Ça veut juste dire qu'effectivement on va perdre un fragment de notre âme précédente, de notre âme, de notre humanité en fait, de notre humanité. Et donc en fait, et une fois que ça s'est produit, ça veut pas dire que la prochaine fois ça va automatiquement se reproduire. Ça veut, imaginons en gros, au premier reforchage, vous avez, ou sinon c'est toujours, on va dire toujours, il y a 5% de chance que ça se passe mal, et puis après, de mort en mort, il y a un plus 1%, jusqu'à un maximum peut-être de 70 ou 80% de chance que ça se passe mal au bout de la 1000e mort. Eh bien, en fait, cette possibilité que ça se passe mal à 70%, eh bien, en fait, elle va jamais en fait augmenter. De ce qui est expliqué, c'est que les Stormcast Eternal sont pas voués à devenir des animaux, des combattants décérébrés, des espèces d'armures vides d'humanité, et uniquement juste des espèces d'êtres vivants sans être vivants, complètement obnubilés par la chasse du chaos et la chasse des morts, la chasse de la corruption. Non, pas forcément. Effectivement, la probabilité fait qu'à terme, oui, mais un Stormcast Eternal peut vivre un millier de morts et de reforges sans que ça se produise. Donc, en l'occurrence, ces porteurs d'armure Thunderstrike vont notamment être c'est un petit peu les meilleurs des meilleurs, quoi. Est-ce qu'il faudrait qu'il... Quand je me suis plaint, effectivement, que pour moi, 140 points, c'était peut-être pas assez élevé, je me dis qu'aujourd'hui, ça va. Je me dis qu'aujourd'hui, à la réflexion, du coup, tout ça pour dire que pour moi, les Vindictors sont une unité qui fonctionne. Pour moi, les Vindictors sont une unité qui fonctionne. Et d'ailleurs, dans l'ensemble, je trouve que les unités Stormcast Eternal sont des unités qui fonctionnent. Ce sont des unités qui donnent envie de les jouer, donnent envie de les tester. Jusque-là, toutes celles-ci. Je ne sais pas ce qui va en être pour les nouveaux archers d'élite, les nouveaux épéistes à deux mains, avec épée à deux mains d'élite, puisqu'ils vont tous être avec armure Thunderstrike, et également le char. Ça, je ne sais pas. Et également, du coup, le Knight Judicator, donc l'archer d'élite, on va dire. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas au niveau de leur règle, mais pour l'instant, de ce qui est montré ici, je trouve que ça fonctionne, avec leur coup en point de ce qu'on sait est à peu près cohérent. À voir si, du coup, comme je vous l'ai dit, ce petit carton, à lui seul, n'est pas modifié, dégage pas. Peut-être qu'en fait, les War Scrolls, eux, ne changeront certainement pas,
Par contre, ce petit carton, lui, il peut tout à fait être mis à jour. En fait, on peut se rendre compte qu'en fait, finalement, les Vindictors vont monter à 150 points, que le Light Vexillor avec la bannière Apothéosis va monter à 130 points, le Lord Imperator va descendre à 150 points, etc. etc. Peut-être que les Annihilators vont descendre à 180 points, ou des choses comme ça. Pour l'instant, j'ai pas de critiques et de commentaires à faire à ce niveau-là. Pour moi, ce sont des critiques et des commentaires qui sont à faire à ce moment où on aura l'armée complète et qu'on pourra les mettre en comparaison avec d'autres choses. Par exemple, en l'occurrence, si je trouve que ces unités-là sont, du coup, de ce qu'on connaît de la V2, de la V3 et dans le fonctionnement actuel, comment on joue, je trouve que ça fonctionne. Par contre, effectivement, pour moi, il y a un problème au niveau des orques. Pour moi, il y a un problème d'équilibrage au niveau des orques. Ils sont trop chers en points par rapport à leur puissance réelle.